Connaissance, recherche, sciences, et mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, nature. Donc moi, je vais parler d'une approche conceptuelle qui est en fait ancienne, même si elle a été formalisée que relativement récemment. Donc c'est ce qu'on appelle la méthode comparative. Donc Harvey et Pagel, en 1991, faisaient remarquer que c'était la méthode favorite de Darwin, et qu'en fait, les études comparatives nous ont appris l'essentiel de ce qu'on sait à propos de l'adaptation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'approche comparative? Donc, je vais expliquer ça avec un exemple à moitié hypothétique. Mettons qu'on se demande si la variation du taux métabolique est une adaptation à la latitude. Donc, à la latitude, c'est-à-dire ça implique des changements climatiques, environnementaux, etc. Est-ce que c'est une adaptation à la latitude, mettons, chez les mammifères? Donc, pour ça, on va procéder à une comparaison entre espèces, interspécifiques. Donc, pour un certain nombre d'espèces, on va noter la latitude où on les trouve, on va mesurer leur taux métabolique, on indique ça sur un graphique et c'est formidable, on a une superbe relation, on a montré qu'effectivement, quand la latitude augmente, le taux métabolique augmente. Est-ce que ça, c'est bien une adaptation? Le problème, c'est que ce ne sont pas des données indépendantes puisque les espèces partagent une histoire phylogénétique. Par exemple, les espèces A et D, ici, il y a encore peu de temps évolutif, c'est la même chose, avec la même latitude et surtout avec le même taux métabolique. Donc il y a juste eu un petit temps pour que ça puisse être différent. On s'attend à ce qu'il soit assez semblable. Et par exemple, ici, on a deux groupes d'espèces, et si on regarde chaque groupe indépendamment, la relation elle n'est plus si évidente. Donc la phylogénie rend les données non indépendantes. Donc la solution, alors plutôt que de tracer une droite comme je l'ai fait tout à l'heure, ce qui correspondrait en fait à avoir une phylogénie en étoile, c'est-à-dire considérer que toutes les espèces sont à égale distance les unes des autres, donc sont indépendantes, ce qu'il faut faire, c'est arriver à contrôler cet effet de la phylogénie, et c'est ça qu'on appelle l'analyse comparative. Donc l'analyse comparative, ça consiste à étudier l'évolution corrélée de caractères, donc quantitatifs souvent, parfois qualitatifs, entre taxons qui sont généralement des espèces. Donc on peut étudier comme ça des liens entre traits phénotypiques, caractères phénotypiques, ou entre un trait, ou plusieurs traits d'ailleurs, et des variables environnementales. Là, on cherche plus spécifiquement à mettre en évidence de l'adaptation. Alors quelques exemples qui existent dans la littérature, est-ce qu'il y a un lien entre la taille corporelle et la longévité, entre le métabolisme et la température, entre le comportement et des données génomiques, des karyotypes? Donc la question est toujours, est-ce que face aux mêmes variations environnementales, la sélection va conduire les espèces à développer le même type de réponse, le même type de variation phénotypique? Donc quelques dates clés, j'ai dit que ça avait été formalisé relativement récemment. Alors il y a un papier extrêmement important, celui de Joe Felsenstein en 1985. Ce n'est pas le premier papier sur l'analyse comparative, mais il fait vraiment le point sur le problème à l'époque, et puis surtout, il propose la première vraie méthode d'analyse comparative, qui est toujours très utilisée aujourd'hui. Quelques années après, Harvey et Pagel, et dans une moindre mesure, Brooks et McLennan, ont sorti coup sur coup 2 livres qui insistent sur le fait que quand on compare des espèces actuelles, des phénotypes actuels, il est très important de prendre en compte l'histoire évolutive. Donc ces livres font aussi le point sur les méthodes qui existaient en 91, donc depuis on a fait un peu de chemin. Donc le problème est toujours que des espèces qui sont proches ont tendance à se ressembler et donc ne constituent pas des observations indépendantes. C'est ce qu'en statistique on appelle des pseudo-réplicas. Et on peut un peu considérer que la phylogénie là-dedans c'est une variable confondante. Alors des méthodes, il y en a plein, il n'est pas question de passer à travers toutes les méthodes. La plus connue, c'est une des plus connues, sans doute toujours la plus connue, c'est celle qu'a proposée Felsenstein en 1985, les contrastes indépendants. Donc toutes les méthodes partitionnent la variation du trait de la façon suivante, donc ça imaginons que ce soit 100% de la variation
du trait que j'étudie. Donc tout à l'heure, c'était le taux métabolique. Bon, il y a une partie qui varie en fonction de l'environnement, ça c'est ce qu'on cherche à mettre en évidence, hein, l'adaptation si on veut. Une partie qui varie en fonction de la phylogénie, bon, il y a toujours une partie inconnue. Alors en fait, ces méthodes retirent l'effet de la phylogénie, la ressemblance due à la phylogénie, vous laissent avec l'environnement, et c'est là-dedans qu'on va chercher à mettre en évidence les adaptations. Donc ça a été bien formalisé par un autre papier assez important de Westobay en 85. Donc les contrastes, je vais juste m'attarder un tout petit peu sur cette méthode parce qu'elle aide bien à comprendre la philosophie de l'analyse comparative. Donc c'est une méthode qui a d'abord été développée pour des variables quantitatives, même si on peut l'utiliser dans certains cas pour des variables qualitatives. Ici, c'est basé sur l'hypothèse forte que l'évolution phénotypique du trait qu'on étudie se fait selon un modèle brownien. Ça veut dire que à partir du moment de la spéciation, le trait, dans les deux espèces produites, va diverger graduellement en fonction du temps. Donc plus on attend, plus ça va diverger. Bien sûr, ça va fluctuer, mais plus on attend, plus on s'attend à ce que la variance au niveau de la moyenne du trait calculé pour les deux espèces soit importante. Donc c'est assez simple. Alors, c'est ce qui est illustré en bas. Et à gauche, on n'a pas de corrélation, à droite, on a une corrélation. À chaque fois, les deux traits en bleu et en rouge évoluent selon un modèle brownien. On peut avoir corrélation ou pas entre les deux traits, ça n'a rien à voir avec le modèle d'évolution. Ici, bien sûr, on suppose que le temps est bien matérialisé par les longueurs de branche de la phylogénie, ce qui déjà est une hypothèse assez forte. Alors là, j'ai une phylogénie avec des variables hypothétiques, et je me suis arrangé, ce qui est souvent le cas, hein, pour que les valeurs soient d'autant plus proches que les espèces, les taxons considérés soient proches dans la phylogénie, donc 7 et 9 c'est très proche, 14 et 20, etc. Donc on l'a vu tout à l'heure, ces valeurs sont corrélées, ont tendance à se ressembler rien qu'à cause de la phylogénie, et essayer de chercher comme ça à étudier leurs liens en indiquant sur un graphe les données brutes, c'est pas exact. Les contrastes, ça consiste en fait à travailler cette fois sur les différences, c'est-à-dire qu'au niveau de chaque nœud, on va regarder la différence pour les traits phénotypiques chez les deux espèces produites. Et ces différences, donc 9.7 en haut par exemple, c'est indépendant de 20-14 en bas. Ce sont donc des contrastes, ces différences qui sont indépendantes. Et s'il y a un lien entre les deux variables, on s'attend à ce que la divergence pour l'une des variables se fasse dans le même sens que celle pour l'autre variable. Donc là, on a effectivement des paires qui sont indépendantes, et on peut même remonter comme ça à l'intérieur de l'arbre. Donc ça suppose, pour calculer les contrastes à l'intérieur de l'arbre, pas seulement sur les paires qui sont terminales, ça suppose de pouvoir proposer des valeurs aux nœuds, aux caractères, aux ancêtres. Donc ça, comme on fait l'hypothèse que c'est un modèle d'évolution brownienne et qu'on a les longueurs de branche, on peut assez facilement proposer des valeurs de ces caractères pour les ancêtres. Donc on se retrouve avec une série de contrastes qui, cette fois, sont indépendants. On peut toujours avoir une relation, hein, ça ne veut pas dire que ça disparaît à chaque fois. Il ne faut pas oublier de standardiser les contrastes. Alors standardiser, ça veut simplement dire qu'il faut diviser les contrastes par leur variance. Alors leur variance, c'est les longueurs de branche qui sous-tendent le calcul de chaque contraste. Pourquoi ? Parce que sinon, un contraste qui est produit par des grandes longueurs de branche, par un temps important, il va simplement être plus grand à cause de ça. Donc pour éviter ça, on standardise tous les contrastes en les divisant par donc, la racine carrée de la somme des longueurs de branche, qui par définition est la variance ici. Donc c'est assez simple. Et ces contrastes, donc, qui sont donc, les variables débarrassées de l'effet de la phylogénie, peuvent être utilisés dans toutes sortes d'analyses. Alors c'est souvent des régressions, mais ça peut être des analyses multidimensionnelles, plein de choses. Depuis récemment, on est même capable maintenant de prendre en compte la variabilité intraspécifique, donc il peut y avoir des dispersions au niveau des valeurs qu'on observe au départ, sur lesquelles on va calculer les contrastes. Il y a des méthodes, depuis déjà pas mal de temps, qui permettent de prendre en compte des modèles plus complexes que simplement des modèles d'évolution brownienne. Mais à chaque fois, ça retire la phylogénie, ça ne quantifie pas la phylogénie. Ça ne vous dit pas dans le taux métabolique, il y avait 30% qui étaient dus à la phylogénie, et puis on les a enlevés, on travaille sur le reste. Ça vous donne des variables qui sont débarrassées de l'effet de la phylogénie. On peut quantifier l'effet propre de la phylogénie avec une méthode qui est plus récente, ici, qui s'appellerait la régression sur les vecteurs propres phylogénétiques, mais peu importe. C'est une méthode qui est plus à base statistique, il n'y a pas de modèle explicite là-dedans. Et la phylogénie, alors la phylogénie elle est transformée en matrice de distance patristique, c'est assez simple, et il y a une petite analyse multidimensionnelle simple, une espèce d'ACP sur une matrice de distance qui s'appelle une analyse en coordonnées principales, qui permet en fait de prendre en compte, on va dire, l'effet
de la phylogénie qu'on peut directement mesurer par rapport aux variables qu'on étudie. Donc on peut directement ici quantifier l'inertie phylogénétique. Alors bien sûr, on peut la retirer, et la variation résiduelle, toujours pareil, c'est ce qui n'est pas dû à la phylogénie. Donc là, on va chercher les adaptations. Donc c'est bien de pouvoir quantifier explicitement cette fraction. Mais ça permet d'aller encore un petit peu plus loin et de partitionner de façon un petit peu plus précise la variation du trait qu'on étudie. Donc Westobay, dans le même article que j'ai cité tout à l'heure, a montré qu'en fait, la partie de la variation du trait qui est corrélée avec la phylogénie, celle qui est corrélée avec l'écologie, l'environnement par exemple, ça peut être d'autres choses, ces parties souvent ne sont pas indépendantes. Il y a une partie de la variation du trait qui est à la fois due à l'écologie et à la fois due à la phylogénie. Et ça, ce serait intéressant de pouvoir la quantifier. Alors cette partie chevauchante, c'est ce qu'on appelle parfois le conservatisme de niche, le phylogenetic niche conservatism. Alors ça peut être dû au fait, par exemple, que des espèces qui sont phylogénétiquement proches, donc dont les traits partagent beaucoup d'inertie phylogénétique, ont souvent tendance à être dans les mêmes niches écologiques, donc à être en même temps soumises aux mêmes pressions environnementales. D'où ce chevauchement qui peut être important. Donc ce qui serait bien, c'est de pouvoir, ce qui est bien, c'est de pouvoir quantifier la fraction qui est uniquement due à la phylogénie, celle qui est non historique, donc pas due à la phylogénie, et ce fameux chevauchement. Et nous avons mis au point une méthode qui permettait de faire ça, donc de quantifier la partie uniquement environnement, la partie uniquement phylogénie, bon, il y a toujours une partie qui est inconnue, et puis le chevauchement entre les deux. Donc Georges Cubaut a été un grand utilisateur de cette technique, où par exemple ici, lui et son équipe ont cherché à étudier comment varier le taux métabolique chez différents amniotes, alors en fonction de la masse corporelle et de la croissance osseuse. Donc en haut, il y a masse corporelle et croissance osseuse considérées simultanément. Le schéma du milieu, il y a juste la croissance osseuse. En bas, il y a juste la masse corporelle. Donc on voit qu'à chaque fois, on a un patron qui est différent et un chevauchement qui est très différent. Et l'intérêt de cette technique, c'est qu'elle permet d'obtenir des interprétations beaucoup plus fines sur les mécanismes qui sont à l'œuvre ici au niveau des patrons évolutifs. Nous avons aussi récemment mis au point le partitionnement non pas à 2 mais à 3 composantes. Donc Michel a cité cet article tout à l'heure. C'est pas plus compliqué à faire. Je réfute l'idée que c'est des choses très compliquées mathématiquement. C'est franchement simple à faire. Le problème, c'est qu'ici, on se retrouve avec beaucoup de parties chevauchantes et c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on peut facilement l'interpréter. Ici, par exemple, on avait cherché à étudier la variation de la croissance osseuse chez les amniotes, alors en fonction de composantes historiques, ça c'est la phylogénie, de composantes fonctionnelles, donc là on va chercher de l'adaptation, et de composantes structurelles, donc simplement des contraintes physiques, des rapports surface-volume par exemple. Donc Georges, encore lui, a utilisé ces deux techniques pour comparer le clade des alligators au clade des crocodiles. Donc on voyait par exemple que pour les alligators, en bas, la morphologie comporte une quantité d'inertie phylogénétique beaucoup plus forte que chez les crocodiles. Et il a ensuite utilisé la technique avec trois composantes, où cette fois la variable dépendante c'était l'aire de distribution alors chez les crocodiles et chez les alligators, et il pouvait proposer ici qu'en fait, comme il y a une inertie phylogénétique beaucoup plus forte chez les crocodiles, chez les alligators que chez les crocodiles, on imagine que leur devenir en phase de changement climatique va être très différent. Moins il y a d'inertie phylogénétique, plus il y a, si vous voulez, d'adaptabilité, et en phase de changement climatique, le clade considéré va subir beaucoup plus de changements morphologiques, écologiques, etc. Donc ces techniques permettent aussi de faire un peu de la prédiction, tout en incluant la phylogénie en plus des différents composants sur lesquels on travaille. Donc pour conclure, grâce à ces méthodes, on peut réaliser une interprétation
beaucoup plus fine des patrons macroévolutifs. Alors, quand je dis ces méthodes, c'est déjà l'analyse comparative. Hein, j'ai dit tout à l'heure qu'on peut considérer que la phylogénie, c'est une variable confondante. Bon, c'est un petit peu exagéré de dire ça. On ne veut pas simplement enlever l'effet de la phylogénie et puis regarder ce qui se passe avec les effets non phylogénétiques. On peut en plus comprendre un petit peu quel a été le rôle de la phylogénie là-dedans. Et avec les méthodes de partition, on peut aller encore plus loin dans vraiment l'analyse des patrons macroévolutifs. Par contre, ce n'est pas magique, hein. Quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que toutes ces méthodes restent purement corrélatives. On ne prouve pas qu'il y a des mécanismes, on ne prouve rien du tout, si tant est qu'on peut prouver quelque chose en science, mais là, sûrement pas. À chaque fois, ça doit s'appuyer sur des hypothèses biologiques très fortes qu'on ne peut que supporter à travers ces approches corrélatives. Voilà, donc je vous remercie.